13h30, nous sommes le 9 janvier 2016. Madame, Monsieur, dans cette édition du journal, la Ligue nationale de football reprend ce week-end sur les différents sites. À Kinshasa, le Shark 11 FC va affronter Nord Sport de Matadi, tandis que New Jersey recevra le tout-puissant Mazembe demain à Lubumbashi. Au total, 4 rencontres sont programmées ce week-end. Environnement, les experts du domaine se sont retrouvés pour des échanges fructueux sur les conséquences de la dernière conférence des partis sur le climat tenue à Paris, en France. Le sang encore coulé dans la localité de Lubero au lendemain des carnages perpétrés par des rebelles hutu-rwandais d'FDLR et pour décompter la situation de délégation interinstitutionnelle. Hier pour diligenter une enquête afin d'identifier les auteurs de cet acte ignoble. Bienvenue à tous et merci de nous suivre à travers le monde. 24 heures après les carnages perpétrés dans la localité de Mikiri, au sud de Lubero, une délégation interministérielle a fait ce vendredi une descente dans cette agglomération située à 120 km de Goma. Sur place, cette équipe a procédé à l'inhumation de tous les corps. Le gouverneur a annoncé par la même occasion qu'il enquêtera diligenté pour identifier les auteurs du crime et aussi appeler la population au calme. Un grand deuil à Miriki, parce que nous avons fait la descente interinstitutionnelle, gouvernement, comité provincial de sécurité, assemblée provinciale, parce que au plus haut niveau, le président de l'assemblée provinciale, mais aussi avec les partenaires, le chef de bureau de la MONUSCO avec d'autres partenaires. Nous avons été là-bas, nous avons trouvé les corps des victimes massacrées et nous avons ensemble avec les parents, les familles, les rescapés, mais aussi avec les voisins, nous avons procédé à l'enterrement. Donc nous devons dire que nous venons pratiquement du cimetière. Du point de vue du bilan, il y a eu 18 morts et il y a 6 blessés graves qui sont internés. Et donc voilà un tout petit peu l'état des lieux de Miriki. Nous considérons que ce sont des actes barbares de terrorisme et nous avons instauré avec l'autorité locale une commission que nous allons renforcer avec le comité provincial de sécurité, une commission d'enquête pour essayer un peu d'investiguer sur ces faits et voir si on peut identifier les auteurs et les soumettre à la rigueur de la loi. Nous avons participé à l'enterrement de ces 18 corps et nous revenons de là épuisés et puis émotionnés effectivement parce que la façon dont les gens ont été massacrés à la machette, on a même éventré une maman, donc tout ça, ça nous a fait peur. Mais les deux communautés ont dit qu'en tout cas il ne s'agit pas de règlement de compte entre les deux communautés, Hutu et Nande, mais c'est plutôt la présence des FDLR. On a sollicité à ce que l'opération des tracts et ces FDLR puissent commencer le plus tôt possible pour que la paix puisse revenir parce que les deux communautés-là sont prêtes à cohabiter. Il y a 20 ans, les sinistrés de la catastrophe qui s'était produite le 8 janvier 1996 au marché Tipka à la suite du crash d'un Antonov gardent encore frais dans leur mémoire les souvenirs de cet événement malheureux qui avait fait basculer leur vie. L'avion qui avait décollé de l'aéroport d'Ndola à plus ou moins 500 mètres du marché s'était écrasé sur la population de ce marché 2 décennies après. Les victimes continuent d'attendre leurs indemnisations. Ils parlent de leur consternation au micro de Gabriel Minkoubou. Un lundi noir qui a provoqué des malheurs dans plusieurs familles. Il y a eu 572 victimes, dont 332 décédés. Les victimes, je parle de victimes qui ont été identifiées. Mais il y en a qui ne seront jamais identifiées parce qu'ils étaient déchiquetés. À ce jour, aucune indemnisation, malgré la signification des condamnés. Au plan politique, nous avions mené beaucoup de démarches. Depuis le maréchal Mobutu, en passant par le président Mzee Laurent Désiré Kabila, en passant par le 1+4, jusqu'à ce jour, les autorités n'ont pas répondu favorablement aux cris de détresse de milliers de familles victimes du crash de Tipka.
C'est ainsi qu'à ce jour, donc nous célébrons le 20e anniversaire, nous réitérons notre cri de détresse auprès de l'autorité suprême, donc le chef de l'État, à pouvoir saisir lui-même, en tant que garant de la nation, à saisir le dossier pour que enfin une solution définitive soit trouvée en faveur des victimes du crash aérien de type K. Environnement au lendemain de la signature de l'accord global sur les climats tenu à Paris en France, les experts du domaine envisagent plus de campagnes de sensibilisation pour inciter les populations locales à s'approprier la culture de la plantation d'arbres en vue de lutter contre le réchauffement climatique. La lutte contre le changement climatique est une affaire de longue haleine, oui, certainement. Certainement. Ce n'est pas en quelques mois ou en quelques années qu'on va réussir à infléchir la tendance. L'idée, c'est d'arriver à une neutralité des émissions vers le milieu du siècle. On sait très bien qu'on ne pourra pas empêcher la croissance des émissions de gaz à effet de serre dans certains pays, parce que certains pays se développent, c'est inévitable. Que si on aide les pays riverains du lac Tchad, le Cameroun, etc., à mieux mettre en valeur les berges du lac Tchad, à planter des arbres, à lutter contre la désertification, à planter des arbres ou des plantes qui retiennent les eaux, qui retiennent la pluie, à ce moment-là, on pourra là aussi lutter efficacement contre la diminution des eaux du lac Tchad et même contribuer à la remontée des eaux du lac Tchad sans être obligé de détourner un fleuve. Mais encore une fois, je ne veux pas intervenir dans ces... là, je vous donne un avis personnel et je vous dis ce que disent les experts. Je sais que c'est une question très sensible entre les pays de la région. Je pense que tout le monde a droit à l'information et nous ferons le maximum pour que tout le monde soit informé. Des comportements qu'on doit observer par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut que chacun sache comment se comporter dans la vie de chaque jour, tant sur le plan de l'utilisation de nos forêts que des énergies renouvelables. Et pourquoi pas au niveau de l'agriculture aussi. Il faut certains comportements qui puissent nous aider à respecter notre contribution prévue d'état national. Je crois que la campagne aura lieu, mais avec le concours de la presse, le quatrième pouvoir que vous constituez. Parlons agriculture avec la cérémonie officielle de remise des unités de transformation de manioc au centre d'incubation des micro-entreprises agricoles rurales implantées dans la commune de Maluku. L'initiative est de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet pilote lancé en janvier 2014 avait pour principal objectif d'accompagner la transformation sociale et progressive des opérateurs de la filière manioc. Manioc, principal aliment des populations, nécessite une production à profusion pour sa pérennisation. Consciente de cela, la FAO a durant 2 ans abattu un travail de titan pour aboutir ce jour à la remise officielle des unités de transformation de manioc au centre d'incubation des micro-entreprises agricoles rurales implantées à Mbakana dans la commune de Maluku. Les activités dévolues à ce projet ont porté sur quelques piliers importants, à savoir, primo, la création de conditions favorables au développement et à l'opérationnalité de la filière manioc. Secondo, l'accompagnement et la facilitation de la transformation du manioc en produits à plus forte valeur marchande. Et tertio, l'augmentation des quantités et l'amélioration de la qualité des produits et sous-produits commercialisés. Visant à améliorer le revenu et la sécurité alimentaire des populations rurales, ce projet a couvert 5 principaux territoires. Le territoire de Songololo dans la province du Congo central, le territoire de Popokabaka dans l'actuelle province du Kwango et le plateau de Bateke dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement de la République, par l'entremise du secrétaire général à l'agriculture, se dit fier de la matérialisation de ces 2 joyaux et profite de l'occasion pour rappeler la nécessité d'appuyer la production des maniocs, du plateau des Bateke qui traverse déjà des frontières. Nous sommes fiers qu'on arrive déjà à cette première étape avec ces 2 centres qui sont opérationnels, ici à Mbakana et l'autre à Songolo. La production des manioc qui se pratique dans ce site, dans le plateau des Bateke, n'est plus à démontrer.
par voir le nombre de quantités de manioc qui sont importées, exportées vers les pays européens. En Belgique et en France, vous trouvez des maniocs qui sont produits en Bacana et qui sont consommés de ce côté-là. Et c'est notre souci d'améliorer la qualité. Les bénéficiaires, touchés par ce geste salvateur, témoignent ici leur gratitude. Le CIMAR Plateau Bateke remercie la FAO pour cette dotation, mais aussi le gouvernement congolais. Il faudrait signaler que ces centres de transformation peuvent transformer 6 tonnes de manioc par jour. Seul l'épluchage reste manuel. Vous le savez certainement, le mois de janvier est un mois dédié aux échanges de vœux, mais aussi à la conscientisation des agents et cadres face aux défis à relever. Durant l'année 2016 en cours, la tradition a été respectée à la Direction générale de dette publique, où le comité de gestion a échangé avec son personnel sur les objectifs de 2016. Déterminée à booster ses performances, la Direction générale de la dette publique a communié avec ses administrés afin de bien relever les défis en cette année 2016. Une collaboration solide a été scellée à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre agents et cadres de la DGDP pour atteindre main dans la main les objectifs assignés à cette régie financière par le gouvernement. Notre mandat a ainsi coïncidé avec la mise en œuvre du plan de réforme du système de gestion de la dette adopté par la DGDP pour la période 2011-2016. Et bien que n'étant pas à l'heure du bilan, il me paraît néanmoins essentiel de faire avec vous le point de sa mise en œuvre après 5 années et de scruter l'avenir. La bonne nouvelle, c'est que le taux d'exécution de ce plan est plutôt satisfaisant, puisqu'il a atteint environ 80% à date. C'est du moins ce qui ressort des différentes revues de nos partenaires. S'agissant de l'approche genre, le comité de gestion promet d'accorder une attention considérable afin de valoriser davantage cette catégorie de son personnel. L'installation de la section du réseau de femmes des entreprises du Congo au sein de la DGDP demeure un exemple probant. Nous prenons l'engagement solennel en notre nom personnel et au nom de tous les membres du comité élu de privilégier l'harmonie et les consensus dans nos rapports aussi bien avec la coordination du REFEC qu'avec la direction générale de la DGDP et les personnels féminins qui nous ont donné mandat. Le respect des principes régissant cette entité est vivement souhaité en vue d'assurer le rendement meilleur en cette année en cours. Le dossier santé de cette édition du journal fait allusion à la pneumonie, la principale cause de la mortalité infanto-juvénale. Quelle serait la principale cause de cette maladie? L'Organisation mondiale de la santé présente les statistiques démontrant que plus ou moins 84 000 enfants sont atteints de cette pathologie en République démocratique du Congo. L'exposition à la fumée ainsi que le déficit communicationnel seraient à la base de ces situations dramatiques. De l'air dans nos poumons. Un besoin vital et un calvaire en cas de manque. Des calvaires qui naissent des inflammations pulmonaires et de troubles du système respiratoire, parmi lesquels la pneumonie, principale cause infectieuse de mortalité infanto-juvénile. En République démocratique du Congo, il est évalué à près de 87 000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent par manque d'information. L'ignorance, c'est le cas de la mère de cet enfant trouvée dans cette institution hospitalière. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon enfant. Il faisait des fortes fièvres et respirait difficilement. Je suis vite venue à l'hôpital pour une transfusion. Après la consultation, le médecin m'a dit qu'il souffre de la pneumonie. L'enjeu communicationnel demeure donc détail, d'où la nécessité de renforcer des stratégies visant à accompagner la lutte. Il reste bien sûr à apporter encore un petit peu plus d'informations qui viseront à la fois à améliorer les connaissances des prestataires de soins, les connaissances des patients, en vue d'assurer eux-mêmes des mesures évidentes de prévention, mais également assurer un plaidoyer important
Parce que la prévention sanitaire ou les soins, ça coûte. Ça a un coût et ce coût nécessite une mobilisation importante des bailleurs de fonds qui peuvent accompagner ce programme. La pneumonie n'est pas une pathologie primaire. Elle peut être causée par divers facteurs, notamment l'exposition à la fumée et la promiscuité. Mon voisin est un mécanicien et y vend du chanvre. Il utilise également du bois de chauffage pour faire la cuisine. Cela indispose ma famille. Nous sommes exposés à cette pollution et mon enfant en est victime. Nous lui avons plusieurs fois demandé d'éviter cela, mais sans succès. Le vaccin serait un atout majeur dans la lutte contre cette maladie, mais des pratiques simples à accomplir peuvent également concourir à l'éradication de la pneumonie, telles que l'aération de la maison, la protection stricte des enfants contre la poussière et la fumée. Mais en cas d'apparition des symptômes, il faudrait donc se rendre au centre de santé le plus proche. Car tôt la pneumonie est détectée, mieux, une meilleure prise en charge sera assurée. Sport, le championnat de la Ligue nationale de football redémarre ce week-end avec les affiches à Sevutuka qui va matcher aujourd'hui à Kinshasa. Shark 11 FC affronte Nord Sport et Noujoser va défier le tout-puissant Mazembe Lubumbashi du côté du site Est. Koyi Bilombe va croiser le fer avec le complexe sportif Makiso. On va parler culture pour terminer avec le programme culturel de l'Institut français pour les 2 premiers mois de l'année 2016 qui s'annonce très intéressant. Meublé du cinéma, des expositions de la musique, et de la danse et aussi de la culture. Ce calendrier a été rendu public durant la semaine et prévoit des symposiums et événements à couper le souffle. Cinéma, événements, expositions, musique, danse et littérature sont des activités à l'affiche du programme de l'Institut français Aldela Gombe, un cadre de rendez-vous culturel. Se basant sur les événements rares, l'Institut français propose en plus à son public un symposium dans son calendrier. Des choses qu'on a moins l'habitude d'accueillir ou d'organiser, et peut-être ce symposium effectivement qui est un symposium qui accueille des professionnels de l'art, de l'histoire, des philosophes comme Achille Mbembe. C'est assez nouveau qu'on travaille sur ce type de débat, de conférences, débats, ateliers, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, avec la Wits-Université de Johannesburg, avec l'INA, avec une université à Sao Paulo et beaucoup de chercheurs de différents pays, y compris africains évidemment, mais également européens. Choisir un cadre d'échange culturel pour les professionnels des arts est bel et bien la quintessence de ces symposiums portant sur le média du passé, présent et futur, récit historique de l'art du XXe et XXIe siècle. Ces symposiums sont organisés en partenariat entre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et la Wits School of Art de l'Afrique du Sud et l'Université fédérale de Sao Paulo au Brésil. Le but, c'est de comparer nos méthodes d'enseignement, de s'enrichir mutuellement, de voir un peu sur le plan artistique, parce qu'il y aura des artistes congolais qui vont intervenir, qui vont projeter leurs réalisations. Un calendrier portant sur un contenu culturel qui promeut la culture congolaise et étrangère, mais aussi qui divertit la population de la RDC. C'est par cette note culturelle que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Vous souhaite de bonnes fêtes. Dimanche.